plein de rendez-vous? J'ai fait le service presse, tu sais. Ah oui. Et tout est machin là. Ouais, c'est un peu long. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir, mais un énorme plaisir, de recevoir Sophie Astrabi. Sophie Astrabi, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un anagramme. Démerdez-vous pour savoir quel est son vrai nom. Astrabi, c'est donc un pseudo tellement bien senti, il fonctionne tellement bien qu'on oublie que ce n'est pas son vrai nom. Sophie, c'est une autrice de romans, et attention, c'est pas une autrice de romans comme les autres, c'est une autrice de romans contemporains. Moi, j'ai envie de dire, mais c'est pas péjoratif, roman feel good. Est-ce que ça te plaît, cette phrase, Sophie? Oui ou non? Il faut juste dire oui ou non? Oui. Non. Très bien. Eh bien, très bien, on en discutera. Mais en fait, pour moi, feel good, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des page-turners, on est à fond dans l'histoire, on est ému, on rit, on réfléchit. On verra plus tard que Sophie, elle a la maîtrise, l'art de la formule. Bref, c'est hyper bien écrit. Alors, Sophie, elle a écrit Le Pacte d'Avril, puis La Somme de nos vies, puis Les bruits des souvenirs, puis Belli Pretty a disparu. Et elle sort le 15 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, le livre La chance de ta vie. Et vous pouvez évidemment le précommander, parce qu'il va y avoir de la queue en librairie, c'est moi qui vous le dis. Donc foncez déjà sur Amazon.com ou plein de librairies pour commander La chance de sa vie. Sophie, bonjour. Bonjour. Ça va, Sophie? Ça va, très bien, merci. Alors, Sophie, on se connaît. Oui. On se connaît assez bien. Oui. Et on s'est rencontrés sur Instagram. Ouais. Il y a genre... C'était en 2018. 2018. Tu sais, ça me fait un peu comme quand tu rencontres les gens sur Instagram. Je sais pas si tu es à l'aise de le dire, un peu comme quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder. Ouais. Après, ça me fait passer. Mais il y a un petit côté, je sais pas trop si... Il y a un petit côté gênant. Alors moi, pas du tout. Oui, mais toi, t'es pas gênée de grand-chose. Mais toi, t'es gênée de dire qu'on s'est rencontrés sur Instagram? Non, je suis pas gênée, mais j'ai peur que ça perde de la valeur, peut-être. Au contraire. Ouais, c'est vrai. Justement. C'est ma première pote Instagram. C'est vrai? Ouais. Depuis, tu t'en as fait combien? Ouh là là, non, je rigole pas tant que ça. Je suis pas très sympathique. Non, mais en plus, c'est toi qui m'as contactée. Tu veux dire que c'est moi qui t'ai fait du rentre dedans? Non, mais en gros... Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, j'étais dans un mood, je me disais, il faut dire aux gens... quand ils font des trucs bien, il faut leur dire. Tu sais, parfois, moi, j'ai des périodes comme ça où je dis, c'est vrai qu'on est dans le silence, on ne dit pas aux gens les choses. Ouais. Et là, je m'étais dit, pourquoi tu ne le dis pas? Et donc, je t'avais écrit en disant que j'écoutais du coup l'arnaque. Ouais. Et je t'avais écrit en disant que je ferais ça super. Et après, j'avais aussi un autre podcast qui s'appelait Pic Parole. Et je dis, mais tiens, mais Sophie, pourquoi je ferais pas un Pic Parole sur toi? Bref, il y a un épisode de Pic Parole qui est sorti. Et depuis, on s'est vu, revu. J'aimerais qu'on revienne sur ce feel good. Oui. Pourquoi est-ce que... Alors, je comprends, d'ailleurs, si j'ai posé la question, c'est donc que j'imaginais bien que ça te plaisait pas. Mais c'est quoi? C'est qui pour toi les autrices ou auteurs de romans feel good? En fait, c'est pas ça le problème, c'est juste que c'est un terme très, 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 très vaste où on met plein de trucs dedans. Et j'ai un peu l'impression que on l'utilise un peu pour les bonnes femmes, tu vois, qui écrivent. Et ça viendrait pas à l'idée de faire ça. Marc Lévy, c'est pas des romans feel good? Je sais pas, on lui dit moins, je trouve. Mais peut-être que je maîtrise pas. Après, c'est juste que... En fait, t'as les romans policiers, ok, bon, c'est les romans policiers, ouais. C'est fascinant. T'as les romans historiques, et après le feel good, je trouve que ça veut dire quoi, en fait? Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Mais en fait, c'est de manière générale, même les policiers, après, je me dis, en fait, t'écris un policier, mais il y a plusieurs types de policiers. En fait, je sais pas répondre à cette question très bien. Mais comme par exemple, si je te dis, toi, t'aimes quel genre de roman? Je sais pas, j'aime beaucoup de choses, mais de la littérature française, souvent, plutôt. Donc, t'aimerais qu'on dise que c'est de la littérature française? Non, mais là, après, je lis des choses que les gens disent que c'est des feel good, et pour moi, c'est péjoratif de dire que c'est feel good parce que ça voudrait juste... En fait, il y a de tout dans les feel good et c'est comme... Donc, mais il y a de tout dans les policiers aussi. Oui, voilà, mais il y en a qui sont plus ou moins bien écrits, mais j'ai l'impression que parfois on se pose pas la question, mais c'est pas on, c'est plus la presse. On est quand même dans un milieu assez snob, la littérature en France et la France en général. Et donc, souvent, feel good, on va tout mettre dedans, on tasse un peu, ça va rentrer. Et c'est juste que je trouve que parfois, il y a quand même des gens qui écrivent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Non, mais par exemple, zut, comment il s'appelle? En fait, attends, juste, parce que c'est parce que je sais que les gens, il y a un certain snobisme avec le feel good, donc ça m'ennuie de me dire on me met dans le feel good, sachant qu'il y en a certains qui pensent que c'est nul
le feel good. Je comprends. Et donc, en fait, c'est juste que si on était tous là à dire le feel good, c'est vraiment génial, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de nana, je serais fière dans le feel good, mais la connotation qu'on met dans ça me gêne parce que du coup, ça veut dire qu'on considère que j'écris pas bien, parce que souvent, il y a un petit côté, le feel good, c'est pas forcément bien écrit. Pourtant, feel good, c'est quand même très positif de lire. Oui, mais tu vois, je sais que par exemple, Virginie Grimaldi, elle dit ça, elle dit c'est fou de dire ça, alors que dans mes livres, on pleure presque plus que ce qu'on rit, tu vois. Et donc, c'est Valérie Perrin, ça c'est feel good, c'est quoi les feel good Ouais, mais pour toi? pareil, Valérie Perrin, je trouve que c'est. Je sais pas, feel good pour moi, c'est léger. Et ça peut être bien écrit et léger. Mais Valérie Perrin, elle écrit quand même des livres hyper longs, hyper denses. Elle construit bien ses personnages. C'est des grandes histoires. Il y a beaucoup de péripéties. Enfin, je veux dire, elle n'en écrit pas un tous les 2 jours. C'est une vraie scénariste, je trouve. Mais s'il faut qu'on compare Chanson douce avec tes livres. Ouais, après, tu as le côté littérature française. Ça, c'est un autre débat, en fait. Et alors, à quel moment tu bascules dans la littérature française? Je sais pas. En fait, c'est dur aussi parce que tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux basculer sur une couverture blanche? Vous voyez ce que c'est? Ce qui voudrait dire plutôt Gallimard. Après, toutes les maisons d'édition, enfin pas une toutes, couverture mais, blanche. Oui, tu as Flammarion, Anna. À couverture blanche, ça veut dire? C'est la littérature française générale. C'est un peu plus. On considère que c'est mieux écrit. On considère que c'est mieux écrit. Mais oui, mais du coup, tu as 2 problèmes. C'est qu'il y a plus d'exigences aussi, je trouve, de la part des libraires, des lecteurs et tout. En fait, moi, je dis souvent que... Donc moi, j'ai des couvertures colorées avec des images et j'ai des bonnes notes sur mes livres, sur Amazon. Si on va sur la Fnac, j'ai des bonnes notes. Genre, les gens adorent tes livres. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, les gens qui me lisent aiment mes livres. Mais je me dis, si je passais en couverture blanche, est-ce que les gens ne seraient pas plus durs? Est-ce que ce ne serait pas le même public? Oui, je sais pas. Et du coup, j'aurais peut-être pas. Et puis, c'était compliqué, c'est-à-dire que je vais perdre aussi des gens qui vont croire que peut-être c'est une certaine littérature. Je vais peut-être pas. Ça va pas. Est-ce qu'on t'a proposé la couverture blanche? On en a déjà parlé, ouais. Mais c'est. En fait, c'est vrai que c'est hyper difficile de trancher sur ça. Donc finalement, c'est une histoire de public. C'est une histoire de public. Après, tu as les libraires quand même qui sont. Il ne faut pas oublier que c'est un métier où tu as l'auteur, tu as l'éditeur et tu as entre l'acheteur et nous, il y a un prescripteur qui est le libraire. Ouais. C'est un des rares métiers où c'est aussi fort. Enfin, pas métier, mais secteur où c'est aussi fort qui est quelqu'un. C'est-à-dire que lui, il peut dire ah non, Sophie Astrabi, c'est pas une couverture blanche? Lui, il peut dire déjà, j'ai pas envie de le lire. Parce qu'il ne va pas pouvoir lire tous les livres qu'il reçoit. D'accord. Et ensuite, comme il ne peut pas tout lire aussi, il va se dire, je classe mes livres en fonction de ce que ça semble être aussi, je suppose. Enfin, je pense qu'aucun libraire n'est capable d'avoir assez d'effectifs pour lire tous les livres qui sortent. Oui, mais il ne lit pas tous les couvertures blanches? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il fait quand même un peu aussi par rapport à l'affinité qu'il a des auteurs, avec les maisons d'édition, avec le pitch du roman. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. D'accord. Mais moi, on m'a déjà dit... Non, mais ça, c'est un peu bizarre. Mais en gros, moi, je sais qu'il y a des libraires que je connais qui me mettent un peu sur les 2 tables en se disant ce serait dommage que tu rates un public ou un autre. Les 2 tables. La table couverture blanche, la table à couverture blanche. Ouais, un petit peu. Après, c'est... Donc, tu as ta couverture colorée à côté des couvertures blanches? Oui, ça peut arriver, ouais. D'accord, intéressant. Je sais pas si c'est très intéressant. Mais... Si, c'est très intéressant. Pour moi, la table à couverture blanche, c'est que les couvertures blanches. Et si je vois une couverture colorée, je vais me dire, dis donc, il est mal rangé. C'est qu'il a posé là. Mais oui. Oui, après, c'est aussi hyper... En fait, c'est très subjectif, tout ça. Évidemment qu'on le sent assez facilement, un lecteur lambda, si l'auteur a cherché à ce que ce soit juste un scénario, que c'est aussi une compétence très difficile, ou c'est plutôt le style. Et en fait, les 2 ne fonctionnent pas tout seul. Enfin, moi, je sais qu'un livre qui est juste bien écrit et où je m'ennuie, ça va me lasser. Et un livre qui est juste très... où ça a beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent, mais mal écrit, ça va pas fonctionner. C'est de réussir à faire ce juste milieu qui est pas facile. Mais... Et attends, juste couverture blanche, pardon, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'image? Ouais, souvent, tu as un petit bandeau. En plus, là? En plus, avec une image qui peut arriver. Ou alors pas du tout. Gallimard, ils en font pas du tout. D'accord. Je crois. Chez Flammarion, ça peut arriver. Tu as parfois aussi, genre, chez Albin Michel, je me souviens, il y a une jaquette carrément qui englobe. En fait, c'est ça. Quand tu es un peu au milieu, je me dis, peut-être. Mais tout ça, en fait, c'est que ma perception du milieu, de ce que j'en ai compris. Ça ne veut pas dire que c'est... Bon, attends, Sophie. Première question, on a oublié. On est parti trop loin. Je sais même plus ce que c'est. Première question. Tu préfères Tu préfères faire un best-seller seller, avec un roman que t'aimes pas ou un gros bide avec ton roman préf? Ça, c'est hyper dur.
C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je préfère être alignée, mais que ça marche pas, mais d'avoir mon petit... Enfin, un bide, on est d'accord, quand j'aurai quelques lecteurs quand même. Juste un petit Ouais, peu. mais c'est bide, quoi. Bide, ouais. Bide. Non, c'est dur quand même de devoir parler d'un truc qu'on n'assume pas. Quand même. Tu vois, moi, mon premier roman, je suis très dure avec lui. Le pacte d'avril. Ouais. Et chaque fois, pourtant, je reçois des messages, des gens me disent même que c'est leur préféré et tout, mais moi, je sais pas, je suis très dure avec lui. Et souvent, Tu l'étais pas à l'époque. Je l'étais pas autant, Non. mais je l'étais pas autant, c'est sûr. Oui. Mais je sais que j'ai peur que les gens commencent par celui-ci en me disant est-ce qu'ils vont continuer après. Non, voilà. Mais donc là, ça serait un best-seller, donc les gens l'aimeraient. Oui. Mais j'en serais pas fière. Non. Même allez, on pousse le truc, t'as un peu honte du truc. Tu trouves que c'est vraiment très mal écrit, quoi. Non, je pense que je préfère être alignée, en vrai. Ah ouais. Si ça me permet de continuer d'écrire... c'est un bide, quand même. C'est un bide, donc j'ai plus d'argent, je vis Non, sous ouais. un pont. Ouais. Non, mais tu vois, ça c'est bon, c'est OK, quoi. Mais, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais après, tu sais, c'est vachement dur de faire un best-seller aussi. Alors, c'est quoi les recettes? Non, c'est dur de le faire, mais c'est dur de l'avoir fait aussi. Parce qu'après, tu te retrouves avec un roman qui a vachement bien marché. J'ai lu un livre, là, il y a pas longtemps, c'est une fille qui s'appelle Anne-Sophie Brasme, qui avait écrit Respire, elle avait 17 ans, et elle a eu vachement de mal ensuite à exister. Respire, qui a été adapté par Mélanie Laurent, ouais. Qui est génial, d'ailleurs. Et donc, elle a écrit un livre là, que j'ai trouvé super aussi. Et où elle parle de ça, de la difficulté d'après un best-seller. Donc quoi? Donc tu préfères être alignée? Oui, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question. Non, je préfère être alignée, ouais. En fait, je me suis dit, j'avais dit une fois, j'ai longtemps cru que ce que je voulais, c'était être autrice à succès, alors qu'en fait, je veux juste vivre de l'écriture et être heureuse de ce que je fais, tu vois, et tu vois, de me dire, en fait, je fais ce que je veux, je suis libre aussi d'écrire des romans, de passer à l'album jeunesse. Là, j'ai envie de faire... Enfin, voilà, je suis quand même... Oui, parce que, pardon, je ne l'ai pas précisé, parce que pour moi, c'est un peu un side par rapport à tes romans, mais tu écris aussi des albums jeunesse. Oui. Mais oui, c'est des petits kiffs que... Une fois que tu as écrit des romans et qui ont un peu fonctionné, tu peux peut-être un peu plus te permettre de faire des sides. Et alors, est-ce qu'il y a, tu crois... Ben, j'imagine que si tu connaissais, tu le ferais. Enfin, peut-être pas, du coup. Intéressant. Des règles pour le best-seller. Tu crois que tu pourrais écrire un best-seller? Non, en fait, c'est hyper dur. C'est ça que je trouve fou. C'est parce qu'on critique beaucoup les best-sellers, mais c'est hyper dur de faire un best-seller. En fait, je veux dire, si jamais c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est comme les chansons commerciales. En fait, si c'était si facile, tout le monde le ferait aussi. Donc, en fait, non, c'est dur, on ne sait pas. Et puis même, tu vois, moi, dans mes romans, je ne sais pas pourquoi La somme de nos vies plaît pour l'instant plus. Après, il est plus vieux, donc c'est normal qu'il ait été plus vendu. Mais tu ne sais pas... Et puis, est-ce qu'on arrive à faire des choses qui ne sont pas nous, tu vois, sur 300 pages? C'est-à-dire, sur 10 pages, tu peux faire un peu illusion, mais sur 300 pages... C'est Philippe Janada qui disait que il savait qu'il fallait une fin heureuse, il savait qu'il fallait qu'il mette de l'amour, etc. Mais que lui, ça le faisait chier. Okay. Et qu'il avait l'avantage de pouvoir d'avoir un gros avaloir. Et donc, il disait, mais en fait, moi, je m'en fous, je fais mes livres à moi qui sont pas comme ça parce que j'ai les moyens de pouvoir le faire, quoi. Mais si vraiment j'ai envie de faire un carton, je sens qu'il faut que je fasse un carton ce mois-ci, enfin cette année-là, et ben je mets... une fin heureuse, quoi. Ouais. Mais... je sais pas. Après, je sais que moi, je suis un peu tendance à écrire ce que j'ai envie de lire. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que Philippe Janada, il aime ça? Enfin, il aime les fins malheureuses et tout. Ou est-ce que c'est juste le pouvoir de faire ce qu'on veut sur la fin? Je sais pas. Mais c'est ça. Toi, tu te dis pas, je vais essayer de faire... Non. J'ai trouvé ça souvent dur. Au début de mes romans, je trouvais ça dur d'être dur avec mes personnages. D'accord. Tu vois, y en a on les attaque, t'as l'impression qu'on te les attaque. Ouais, puis j'ai envie qu'ils soient, tu vois, un petit côté parfait, tout va bien, tu vois, je veux pas leur mettre des défauts et tout ça. J'arrive maintenant un peu à me soulager de tout ça. Pas à me soulager, mais à trouver aussi de l'intérêt aux imperfections et tout. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je fais partie de ces gens un peu genre, mais non, je veux pas qu'on le critique, je veux pas qu'on l'aime pas, je veux pas... Tu vois. Alors que ça leur donne plus de... Ouais, mais quand tu le lis, tu le sais que ça leur donne plus, mais quand tu écris, c'est comme... Enfin, tu vois, c'est... Ou tu l'aimes pas quand tu l'écris? Non, mais quand je l'écris, j'ai du mal à leur faire... Non, moi, je fais pas partie de ces gens qui ont envie de les tuer pour voir ce que ça fait. J'ai pas ça, quoi. Non, mais si tu lui mets des gros défauts, du coup, t'aimes pas ses défauts, du coup, tu l'aimes moins, ton personnage? Bah maintenant, ça va mieux. Mais au début, je croyais
que si je mettais des défauts, les gens ne l'aimeraient pas. Tu vois ? Bah, c'est possible. Ce qui est possible, mais... C'est pas grave, c'est comme un acteur, un personnage, on dit ah, lui il est insupportable. Ouais. Tu vois, par exemple, Anatomie d'une chute, Oui. le procureur, là, Ouais. Ah, mais lui, il est tête à claque. Ouais. Et pour autant, on se dit, il est brillant. Enfin, tu vois, ça change rien. Ça apporte énormément de... Ça nourrit, quoi. Après, c'est sur le côté, il faut que le lecteur... Après, c'est indéniable, tu peux ne pas penser à ça. Il faut que le lecteur s'attache à ton personnage. Tu vois. Mais tu peux en avoir un secondaire, peut-être. Ouais, mais ça, c'est aussi de l'apprentissage. Tu vois, d'apprendre que ton personnage ne peut pas être parfait, ne peut ne pas être parfait et que ça va. Et c'est pas un problème. Tu vois, tout ça s'apprend vachement. Il y a plein de choses qui s'apprennent. Oui, parce que finalement, on n'apprend pas à écrire à l'école, vraiment, des livres. Non. Et c'est clairement des automatismes de l'écriture, mais aussi du cerveau, tu vois, de réussir à... Tu vois, je dis souvent que, par exemple, Billy Pretty a disparu, c'est mon 4e roman. Je fais beaucoup d'ellipses. Donc les ellipses, c'est le concept tu vois, de passer de l'année 2003 à l'année 2007, et puis tu sais pas ce qui s'est passé au milieu. Et ça, c'est hyper dur, tu vois. Sans le dire. Sans dire, tu vois. Mais pour le coup, moi, ce livre-là est construit sur chaque chapitre et en gros une année de vie du personnage principal, qui se passe plutôt en été. Et ça veut dire que ce qui s'est passé entre les deux âges, tu vois. Et ça, je me souviens que mon premier roman, qui est très scolaire, il y a une date chronologique. Il fallait que le lundi, ça tombe bien sur le 8 mai, si c'était un 8 mai dans l'année j'avais décidé tout ça. Très comme ça. Et je sais que je me suis dit, tiens, ça y est, tu as franchi des caps sur le fait d'accepter. En fait, c'est aussi de faire confiance au lecteur, de se dire, OK, le cerveau de ton lecteur va combler le trou entre... Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu dis du lundi 8 mai 1994, tu vérifies pas que c'est un lundi ? Si. Quand même. Hein. Ouais. Ah, quand même. Ça va pas la tête. Mais ça, c'est important ? Moi, oui. Parce que tu crois que les gens, ils vont regarder ? Il y en a qui, je pense, vont regarder. Alors, Sophie, tu es autrice. D'ailleurs, on dit quoi ? Moi, je dis autrice. Ok, moi aussi, pourquoi ? Parce que c'est la forme correcte du français, en fait. C'est comme tu dis, facteur, factrice, spectateur, spectatrice, acteur, actrice. Alors, il y a forcément un truc qui va être une exception, mais et puis, ça existait, en fait, ce mot avant. C'est juste que ça arrangeait pas trop les hommes à un moment donné que les femmes qui écrivent existent, et donc ils ont supprimé. Ce qui m'importe aussi, c'est quand tu dis auteureux, en vrai, tu l'entends pas, et donc tu continues à dire auteur. Donc c'est bien d'avoir le is pour pouvoir entendre. Ouais, en fait, c'est bizarre parce qu'au début, j'étais gênée de le dire. Moi aussi. Voilà. Et maintenant, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. En fait, on a réussi. Ouais. On a réussi. Mais non, mais on a réussi. Bah ouais. En fait, c'est à force de matraquage. Hein. Bah, c'est surtout que tu dis, les gens ils disaient que c'était pas beau, mais en fait, c'est pas que c'était pas beau, c'est qu'on n'était pas habitués. Bien sûr, parce qu'on s'en fout, en fait, que ce soit beau ou pas. Ouais. Donc, tu es une autrice, mais pas que. Tu es aussi une influenceuse, Sophie Astrabi. Et pas des moindres. Alors, tu n'as pas 400 000, tu n'as pas encore 400 000 abonnés, tu en as 60 000 ish, quoi. Et sur ce compte Instagram, tu es à la fois l'autrice et à la fois maman. Oui. Parce que tu as quand même... Donc, le premier livre, tu l'as sorti en 2019. De ma vie ? Non, 2018. 2018. Et le dernier, là, on est en 2024, tu le sors en 2024. Donc, en 5 ans, tu as fait 5 livres de 6 ans. Tu as fait 5 livres et 3 enfants. Oui. 2017, le premier. Ouais. Donc, tu es mère de 3 enfants. Je suis mère de 3 enfants. Et tu racontes un peu, il y a un peu de tes enfants sur Insta. En fait, à la base, c'est que quand j'ai été publiée, je croyais que que ça y est, tu vois, j'étais arrivée à destination parce que c'est hyper dur d'être publiée, donc tu dis bon bah cool, ça y est, c'est bon, maintenant les gens vont me lire et tout. Et en fait non, il faut encore convaincre des gens de nous lire, parce que comme je te disais, dans une librairie, il y a des livres partout. Et je m'étais dit je peux pas compter sur le fait que... Attends, excuse-moi, Mathieu, pourquoi tu rigoles ? Non, parce que je suis d'accord avec elle. Ah d'accord, ok, très bien. Ok, bon, mais ça va alors si on est d'accord. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais du coup, tu te dis comment exister ? Et si tu dois attendre que peut-être un journaliste veuille bien parler de toi ou qu'on te donne la parole, tu peux attendre un bon moment. Et donc, je me suis dit, je vais créer mon propre réseau social, ma propre vitrine de communication. Et donc, j'avais commencé comme ça. Et en fait, je parlais de mes enfants parce qu'à l'occurrence, j'avais des enfants et que ça m'occupait beaucoup de temps parce que quand tu deviens mère... c'est un genre de changement de vie assez radical. Et puis voilà, puis ça me faisait rire d'essayer de tourner ça en dérision. Et voilà. Mais maintenant, je sais pas, ça atteint aussi ses limites aussi. Je me dis, bon, est-ce que je n'ai pas un peu marre de parler de ça Tu parles aussi de tes bouquins, c'est aussi ouais, une non, vitrine. mais c'est clair qu'en fait, le deal, c'est presque...
il y a du contenu marrant, j'essaie d'être drôle sur, Oui, ça marche bien. sur mes posts à l'écrit. Puis c'était ça, c'était regarder comment j'écris, en fait. Ayez envie de lire mes livres. Et puis maintenant, puis c'est entre deux, je vous glisse de la pub pour mes livres, si vous voulez bien les acheter, c'est cool. Et est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui te découvrent et qui du coup achètent tes livres depuis Instagram ? Ouais, je pense. Carrément. Donc maintenant, c'est un peu mandatory d'avoir un... En tout cas, pour être pris dans une maison d'édition, est-ce que tu crois que c'est obligatoire d'avoir un compte Instagram avec des followers ? Non, je pense qu'on peut être édité sans avoir de compte Instagram. C'est ce que je n'avais pas quand même quand j'étais édité. Oui, mais attention, pardon. Le monde a changé. Non, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Sophie Astrabi, tu as quand même commencé en auto-édition. Oui. Mais après, j'ai été publiée par une maison d'édition. Oui. Mais parce que tu as explosé en auto-édition, d'un coup, ils t'ont prise. Mais il y a eu une sorte de proof of concept un peu, quelque part. Alors, oui et non, parce que les 2 premières maisons d'édition qui m'ont contactée, j'avais pas explosé en auto-édition quand ils m'ont contactée. Le Pacte d'Avril ? Ouais. Et j'ai eu la 3e proposition quand je suis passée numéro 1 des ventes. Ah voilà, sur Amazon. Ouais. Parce que tu as mis ton livre à 1 €. Je l'avais mis, alors en numérique il était à 2,99 et en grand format il était à 9,99, le truc de base. Et ensuite oui, il y avait une promo à 0,99 en numérique et là il était passé en top vente. Et là, t'en as vendu combien ? De quoi ? De tous ? De livres à 0,99 ? Ah, je sais pas combien j'en ai vendu, je me souviens plus. Mais je me souviens que le matin quand je m'étais connectée, j'en avais vendu à 200 et il n'était pas 9h. Et c'est beaucoup. Oui. Et voilà, et donc... Est-ce que tu crois que si ça n'avait pas été en auto-édité, tu te serais fait publier ? Bah non, je sais pas. En fait, je sais pas si on m'aurait repéré par la poste, en fait. C'est toujours le mystère. Parce que c'est aujourd'hui encore comme ça. Ah oui. Mais j'ai appris là, il y a pas longtemps, qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition qui demandaient plus que les manuscrits en numérique, je crois. D'accord. C'est plus RSE, enfin quoique, pollution digitale. Mais... Ouais, il y a un côté, du coup, tout le monde envoie, je pense, tout, tu vois. Oui, donc... Parce que moi, ça avait été un frein aussi. D'imprimer, de machin. Ouais, ça coûte cher. Et voilà. Et du coup, est-ce que vraiment tu crois qu'ils lisent tout ce qu'ils reçoivent ? Ouais, je pense. Ça, on y croit, ça. Moi, j'y crois parce que je fais souvent cette comparaison d'un éditeur, c'est un chercheur d'or, tu vois. Ils veulent pas passer à côté de la pépite, tu vois. Imagine, tu as reçu un truc, tu l'as snobé et en fait, il a le Goncourt. Enfin, c'est horrible, non ? Et comment ça fonctionne, les concours, justement ? Les Goncourt ou les concours ? Les concours. Par exemple, si tu veux gagner le Goncourt... Comment tu fais ? Alors, il y a les maisons d'édition qui vont un peu dire je pense que ce livre-là, je pense qu'il faut... Alors, ça dépend. Pour le Goncourt, je sais pas trop, mais je sais que par exemple, le prix Maison de la Presse, souvent la maison d'édition dit nous, on vous propose cette shortlist de romans. Et après, tu as un jury qui décide. Et toi, tu vas être dans des concours là, avec celui-là ? Alors, attends, des concours, ouais, d'accord, des prix, hein, c'est ça, ouais. Oui, pardon. Ouais, des prix, ouais, je sais pas. Mais après, il y a aussi une histoire de timing. C'est-à-dire que si tu sors... Après, oui, ouais. D'accord. Et ça, c'est là, ils t'ont pas déjà dit, on pense que ça peut gagner le Goncourt ? Non, mais je pense que je gagnerai jamais le Goncourt, mais c'est pas grave. Tu penses que tu gagneras jamais le Goncourt ? Évidemment. Et pourquoi pas ? Parce que tu crois pas que tu peux écrire comme on attend de... Si, après, je peux peut-être progresser de manière... Mais après aussi, t'es toujours un peu dans une case. Je sais pas si on pourra me sortir de ma case, même à ce point, tu vois. Mais progresser, ça veut dire quoi ? Que mon écriture, elle soit plus belle, que plus belle, sujets... ça veut dire quoi ? Je sais pas. Enfin, si, je sais, tu le sens quand même quand un livre, il est mieux écrit que d'autres, non ? Enfin... Et est-ce que tu lis du Marc Lévy ? Et du Musso ? Non, je lis pas, mais c'est pas du tout par snobisme ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas arrivé, parce que... C'est pas arrivé. Non, mais j'ai lu Musso, j'ai lu... T'as déjà lu ? Et après ? Son premier, je crois. Ouais. Et Marc Lévy, j'avais lu celui qui se passait à Londres, si c'était vrai peut-être, un truc comme ça. Premier, un truc comme ça. J'ai lu ça. Et après, c'est juste qu'en fait, il y a plein de livres et que j'ai envie de découvrir d'autres personnes. Et puis, j'ai les gens que j'aime beaucoup et que je privilégie. Et puis, j'aime bien aussi tâter le terrain de ce qui se passe. Donc, j'aime bien aussi lire. Tu vois, peut-être pas. Si j'aime beaucoup, je lis tout, la personne, tu vois. Mais si s'il y a un coup qui se passe, tu vois, genre quelqu'un qui a écrit, on en parle, il est bien et tout ça, je veux savoir ce que c'est. Et quand est-ce que tu as le temps de lire entre tes enfants, ton écriture et la lecture ? Et Instagram, qui te prend un temps parce que tes stories, elles sont hyper chiadées et tout. Ouais, mais j'en fais quand même moins. Ouais, mais t'en fais quand même. Et elles sont faites, quoi, genre vraiment... la lecture, j'arrive à considérer de plus en plus que ça fait partie de mon processus de travail, donc il faut que je l'autorise, c'est inévitable, tu vois. Donc genre, en pleine journée, d'un coup, tu vas lire, assise à un bureau.
Oui, je peux très bien me mettre sur un canapé, il n'y a pas de... D'accord. Je me dis pas, je vais me juger moi-même sur ma position de lecture, D'accord. mais ouais, je le fais et ça m'apporte beaucoup. Et puis, moi, tu sais, l'étincelle de la créativité que tu dois connaître, c'est tu lis un truc et ça va allumer un truc en toi. Et là, tu dis, purée, là, mais il faut que j'écrive. Et au final, d'avoir passé 15 minutes à lire un livre, ça t'a allumé ton petit feu pour écrire. Et au final, ça vaut plus le coup que de t'interdire de faire un truc qui est hors sentier, c'est-à-dire non, je peux pas lire, c'est pas le moment de la journée. Tu vois, c'est comme moi, parfois, quand j'y arrive pas, je fais des trucs un peu à la con, d'aller vider un lave-vaisselle, de faire ci, alors que la solution, c'est peut-être de marcher. Peut-être la solution, c'est de prendre l'air, un tour de vélo. Chacun son... Oui. Ouais, mais c'est peut-être pas de dire non, mais si, je vais rester là, je suis sûre que ça va arriver. Non, surtout pas, faut surtout pas faire ça. Et donc la lecture, c'est aussi ça parfois. Moi, je sais que j'ai des auteurs qui me donnent envie d'écrire et donc je fais. Et à quel point tes bouquins, ils sont autobiographiques? Ils le sont... Tous? Ouais, ils sont pas mal. Après, il y a beaucoup de pudeur aussi, tu vois. Je crois que c'est toi qui m'avais dit un jour, ça m'avait marqué, plus tu écris sur des gens, moins ils se rendent compte que c'est eux. Et plus t'es loin d'eux, plus ils croient que c'est eux. Parce que je me souviens, ma mère était convaincue qu'elle était ma mère dans le livre. Et j'ai dit, mais non, c'est pas du tout toi. Et il y a parfois où c'était plus proche d'elle et elle le remarquait pas. Oui. Et je trouve que c'est assez vrai. Mais après, moi, j'ai quand même peur et tout. Donc, souvent, je prends... T'as peur de quoi? De les blesser. Parce qu'un personnage, il peut pas être parfait. C'est comme... il faut qu'ils aient des défauts. Donc, il faut les tirer sur des trucs aussi. Et donc, parfois, ça peut ressembler beaucoup à quelqu'un. Et là, tu lui mets un genre de défaut pas très sympa. Qui est même pas en vrai le sien, Oui. mais du coup, elle se l'approprie, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais après, Billy, il est pas mal autobiographique. Mais tu fais un pas de côté. Par exemple, moi, j'ai fait du basket quand j'étais en sport-études. Et elle, je lui fais faire de la course, tu vois. Des trucs un peu comme ça. Parce que moi, le sport, ça a apporté quelque chose dans ma vie. Et donc, je voulais le retranscrire, ce que ça m'avait apporté moi. Donc, dans ce sens-là, c'est autobiographique. C'est ma perception de ce qu'a m'a apporté le sport. Et donc, je voulais que ça existe pour elle. Parce que moi, je trouve que ça m'a tenu debout, quand même, le sport. Tu vois, ça m'a permis de... Tu vois, je buvais pas, je fumais pas. J'étais vraiment dévouée au sport. Et ça m'a permis quand même d'éviter des écarts. Et ça, je trouvais c'est important, cet aspect-là, que moi, je partage. Et donc, je voulais le mettre à cette petite fille qui, donc, d'un milieu très modeste et je voulais qu'elle s'élève. Et je trouvais que le fait qu'elle ait ce cadre-là du sport... Parce que moi, quand j'étais petite, j'étais dans une école et il y avait un stade dans lequel on faisait des tours. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans le livre. Et il y avait un tag de Michael Jordan avait marqué « Le sport te sauve ». Et cette phrase, comme je faisais comme un poisson rouge qui tourne, je l'ai lue mais des dizaines et des dizaines de fois. Et cette phrase, je la comprenais pas quand j'étais petite, « Le sport te sauve », tu vois. Mais avec le recul, je dis évidemment que le sport m'a sauvée d'un paquet de trucs. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez intense. Je sais pas où je serais allée si j'avais pas fait du sport. Alors justement, on va faire du basket. Ouais. Tu vas devoir me viser. La bouche ? Ouais. Ok. Attends, il y a le micro devant et tout, je peux bouger ? Ouais. Vite à fait. Ou toi bouger plutôt. Enfin, il faut qu'on voit toujours Sophie. Attends, est-ce qu'on voit toujours Sophie ? Ouais. Ouais. tu vas prendre des coups peut-être, non ? Attends, mais c'est vachement compliqué dans cette... Attends. Ok, trop bas. Un peu plus haut. Trop haut. Aucune chance. Hé Ah, pas mal. Je te donne les mauvais parce que je veux garder les bons pour moi. Ouais. Ah On n'est pas loin, mais... Ah, vas-y, Ah, si, mets un je fais ça. dunk là. Oh J'aurais dû faire un... C'est pas une... C'était prévu. C'était évident. Vas-y, est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire géniale qui est fantastique? Rien que ça, tu vois, ça mérite que t'aies 400 000 followers, quoi. Ok, la porte. En fait, c'était... Vous voyez un peu la dernière semaine avant la reprise de l'école, c'est la semaine un peu de la mort parce que t'as les enfants, t'es rentré de vacances, mais t'as envie de reprendre, mais c'est la semaine de trop et donc t'as les enfants dans les pattes. Et en fait, chez nous, on a un bureau, mais qu'un seul bureau. Donc quand on est deux à travailler, il y en a un qui travaille dans Est-ce le que vous bureau. travaillez de chez vous? Oui. Pas à 100%, mais mon mari pas à 100%, mais en tout cas parfois. Et donc le bureau, c'est lui qui le prenait par défaut parce que moi, j'ai aussi un peu du mal à m'enfermer quelque part et à couper. J'aime bien être au milieu des choses. Et, sauf que donc on avait nos enfants et donc je leur avais dit il y a une journée là comme ça un peu de jouer toute seule. Bon, elles sont pas très grandes, mais
comme elles jouent beaucoup ensemble, ça pouvait marcher. Ça n'a pas marché. Et donc, elle venait me voir sans arrêt, en me posant des questions, en me demandant de l'aide, en me demandant ci et ça. Et à un moment donné, je dis, mais pourquoi vous n'allez pas voir votre père ? Et elles m'ont répondu, parce qu'il a la porte qui est fermée. Et là, j'ai fait, ok. Il y a eu un genre mon cerveau, il a genre fait un mouvement. Et je me suis dit, mais en fait, les femmes, on ferme jamais nos portes. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu es toujours disponible, mais c'est même la porte du sommeil, la porte... même, tu vois, moi, quand je vais me doucher, je laisse entrouvert maintenant, tu vois. Et c'est mon mec qui me ferme la porte à chaque fois. Il dit, mais ferme la porte. Et donc... c'est dingue. Ouais, et j'en ai parlé... Au début, franchement, tu vois, typiquement, le truc, tu sais comment on fait un best-seller ou je sais pas quoi. Moi, j'ai posté ce texte, je me suis pas dit qu'il marcherait autant, en fait. Oui. Et pour moi, ça me parlait... Je n'avais pas l'impression d'avoir fait une découverte non plus extraordinaire. Et en fait, je me suis aperçue que voilà, on était beaucoup de femmes à pas oser la fermer, à pas fermer la porte, et au final, on se fait vachement déranger, alors que les hommes ont moins de mal à fermer leur porte. Oui, et puis en fait, la force de ça, c'est que c'est un peu comme dans l'humour, tu vois, c'est que tout le monde se retrouve là-dedans, et pour autant, jamais on en a entendu parler, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Jamais personne n'a mis le doigt là-dessus, quoi. Ouais, mais je pense qu'on est aussi dans une période aussi où on déconstruit tellement qu'on a tout le temps des petites découvertes, tu vois. Moi, comme le dentifrice, quand j'ai parlé, en fait, j'ai une belle-sœur qui m'a écrit en me disant quand je pars en voyage, je laisse toujours le dentifrice. Et quand lui part en voyage, il prend le dentifrice. Et je trouvais que c'était notre côté, en fait, la société nous a appris à prendre soin des autres, à être maternante, à avoir cette empathie forte surtout, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance aussi à penser, à dire, quand je pars, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui partent et qui laissent des trucs dans le frigo, qui ont fait des courses aussi. Et ça, c'est un truc qu'on fait, et voilà, et le côté je laisse le dentifrice, et moi, quand lui part, je me retrouve à me brosser avec le dentifrice des enfants, mais en fait, ça résonne vachement, tu vois. Mais bon, à côté de ça, moi, par rapport à la porte, quand j'en ai parlé à mon mec, il m'a dit, comment il justifie ? Je sais pas s'il le justifie. En fait, je sais pas. C'est autant ma faute que. Oui, non, mais comment est-ce que lui il dit, moi, je ferme ma porte ? Pourquoi Bah non, mais parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu devrais la fermer ? Je pense qu'on peut pas la fermer en même temps quand il y a ce cas de figure-là avec les enfants, tu vois, tu peux pas les abandonner. Donc oui, après je pense que c'est le côté être disponible. Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc maintenant le bureau il est quasiment plus à moi qu'à lui. D'accord. Et en bas on a un genre de dans notre maison il y a un rideau, on a mis un genre de rideau et on peut fermer un coin pour travailler dans le salon. D'accord. Et ça a été fait parce qu'on s'est rendu. Enfin il a dit bah oui c'est vrai. Non, mais un rideau, oui, mais c'est pas une porte. Quand même, non, c'est pas une porte, mais au final, peu importe qui a le bureau, mais il y a un truc quand même se dire, on a des lieux assez fermés, tu vois. En fait, nos enfants, on leur dit, le rideau fermé, ça veut dire quelque chose, et elles sont pas débiles, elles comprennent, tu vois. Mais c'est juste qu'on peut pas, enfin, on alterne, mais c'est hyper intéressant. Et ce poste, il t'a ramené énormément de... Oui, je me souviens plus combien, mais je sais pas. Ouais, pas mal. Mais il y en a eu deux, ce court-circuit, il y a aussi celui quand je suis allée à l'école de mes enfants, et que je me suis retrouvée sur leur petite chaise... Vas-y, c'est quoi ça ? En fait, je suis allée au conseil des classes de ma fille. Donc, c'est assez surprenant de vivre un truc que ta mère a vécu avant toi, tu vois. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand j'étais dans la cour, que je voyais ma mère assise dans la classe et que je la regardais en me disant « Oh, elle est dans mon école et tout, c'est incroyable et tout. » Et je me dis « Purée, je suis en train de vivre, ça y est, je vis l'autre côté, tu vois. » Et en fait, j'étais assise sur cette petite chaise et je sais pas, ça m'a fait réfléchir aussi à ce que je pensais de l'école. Alors moi, j'adore l'école, j'ai adoré l'école, mais je peux comprendre que si on n'est pas dans les cases, ça peut être limitant, tu vois. Et par exemple, moi, je sais que mon frère, on lui a toujours dit qu'il n'était pas adapté. Qu'en gros, il devait pas faire une filière générale. Ça aussi, c'est fou de classer qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, tout ça. Bon, bref. Et donc... bref, en tout cas, toujours est-il que je me suis aperçue qu'on était assis sur ces petites chaises et que finalement, ces petites chaises étaient trop petites pour l'adulte qu'on allait devenir, tu vois. Et donc, et ça, je crois en l'école, mais je crois aussi en ses limites. Et je trouve que par rapport à ma mère, qui était assise sur cette petite chaise et qui peut-être était plus limitée dans la liberté qu'on a pris aussi en sortant. Il y a plein de gens maintenant qui sortent des cases. Et donc, moi, j'ai l'impression maintenant d'offrir une liberté différente à mes enfants. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie de découvrir des choses. Et s'ils ne sont pas dans les cases, mais qu'ils sont quand même curieux, c'est Thierry Marx qui disait ça. Sois curieux et tu n'auras jamais à chercher de travail, ou je sais plus ce que c'était exactement, un truc comme ça. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a des valeurs plus importantes à apprendre, que parfois à l'école il faut faire confiance aussi à la personne qui est prof, tu vois, au moment où elle est prof, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, on sait le système, enfin bref. Combien de temps il faut pour écrire un bouquin ? Ça dépend. Mais là c'est tous les ans. Bah ouais, mais là cette idée de la chance de sa vie, donc qui est l'histoire d'un homonyme
Il faut que j'en parle ou tu... Non, vas-y. Non, c'est, Raconte. donc, en fait, c'est arrivé à mon frère. Un jour, il a reçu un texto, plusieurs d'ailleurs, de ses potes, avec l'avis de décès d'un gars qui avait le même nom, même prénom, même âge et même ville. Oh là là, ça l'a perturbé? Ça m'a plus perturbé moi, je crois. Et donc ça fait très longtemps. Ça fait, je sais pas, 7-8 ans, un truc comme ça. Et l'idée ne me quittait pas. Et je me dis, bon, si elle reste encore, c'est qu'il faut y aller. Mais j'arrivais pas à trouver l'angle. Mhm. Et l'angle, en fait, c'est la chance. Quelle est la part de chance? Est-ce que la chance existe? Tout ça. Et donc là, c'est un peu particulier parce que peut-être que je l'ai commencé en septembre, octobre et fini en février, mais l'idée, elle est là C'est depuis... rapide. Ouais, elle est là depuis hyper longtemps. Ça mûrit. Ouais, et j'avais écrit déjà un livre que j'avais raté sur ça. Donc, est-ce que tu as plein de bouts de bouquins dans ton ordinateur? J'en ai 2, je crois, de ratés, qui existent. Enfin, de ratés. Que Si, toi, tu estimes ratés. Ouais, mais je sais qu'ils le sont. Il n'y a pas de problème. Ah, tu sais qui les sont? Franchement, j'étais Maintenant, tu gênée, sais quand c'est mauvais. J'étais assez gênée de le relire quand j'ai voulu voir ce qu'il y avait de bon à prendre. Il n'y avait rien à reprendre. Pas grand-chose, non. Et donc, tu n'en as pas plein d'autres. Tu n'as pas les petits bouts à droite à gauche. de trucs. Si, j'ai des petits bouts, mais du coup, ceux-là, c'est plus... Et tu les gardes. Tu les jettes pas. Ouais. Tu sais, quand j'écris aussi, il y a un truc, je crois que c'est Alice Zeniter qui disait ça, qui t'écris des livres, il y a des parties que t'as écrit, que t'aimes bien, que tu gardes pas, et c'est dur de les enlever, et tu fais un cimetière de tes écrits. Et moi, j'ai des cimetières de parties de textes que j'aime bien, mais qu'il faut que je fasse le deuil, parce que ça va pas dans cette histoire, ça alourdit, ou c'est pas vraiment c'est un peu à côté de la plaque et tout. Et est-ce que quand t'écris, tu écris comme une écrivain, comme une écrivaine, c'est-à-dire que t'as ton... Attends, excuse-moi, j'ai des balles de basket sous les fesses. Avec t'as ton pitch, t'as ton obstacle, t'as tes personnages principaux, t'as ta fin? Non. Ah! Tu sais pas comment la fin se termine quand tu commences? Non, je ne sais pas, ça peut dépendre. Parfois, j'ai des scènes finales. Par exemple, Billy, j'avais la scène finale. Ok. Qui m'est venue un jour au milieu de l'écriture, tu vois. Donc là, tu te la notes en disant ça sera la scène finale. Même je l'ai faite ce jour-là. T'as fait la scène finale avant d'avoir construit le reste? Parce que, je sais pas, un genre de truc. Faut pas croire que ça arrive très souvent. Ouais. Voilà, et là, non, en fait, donc je pitchais comme j'ai pitché là en disant c'est l'histoire d'un mec qui a son homonyme parfait qui décède, et en gros, l'idée c'est c'est pourquoi lui, pas moi, même si c'est plus complexe que ça. Et attends, pourquoi je dis ça? Ah oui, et en fait, je racontais ça à tout le monde en me disant, parce que en fait, ça suffit pas, ça, tu vois, il te manque un genre de truc. Et donc, justement, de trouver le thème de la chance, ça m'a permis de limiter. Ça, c'est trop bien, je le dis souvent, quand je fais des ateliers d'écriture, tout, je dis, essayer de trouver le thème, même si c'est pas facile, parce que ça me fait penser un peu à... en fait, dès que tu vas entendre un truc sur le sujet de la chance, ça va allumer un truc dans ton cerveau et tu vas dire ok, ça j'écoute, je garde, on sait jamais, et ça permet aussi de te donner tout le temps des idées. Et je fais souvent ce geste là parce que je sais pas pourquoi ça me fait penser au berger qui rabat ses moutons, tu sais, pour passer dans un petit enclos, parce qu'en fait c'est ça, t'as un grand pré comme ça et puis t'as juste un petit passage comme ça et tu dois faire passer tes moutons, et en fait c'est un peu ça, donc t'as un grand champ des possibles d'écrire un livre, mais tu dois faire passer ton idée là, parce que tu peux pas être trop large, sinon tu perds tout le monde. Tu peux pas écrire... J'écris pas une thèse sur la chance, j'écris une histoire dont le thème est la chance. Et donc voilà, et donc je suis encore perdue, pourquoi je te raconte ça. Et donc t'as pas ton pitch, il te faut l'angle. Ah oui, et donc quand j'ai commencé à l'écrire, ce qui est marrant, c'est que j'avais aussi envie de me créer le défi d'un personnage principal masculin, parce que je l'avais jamais fait. Et on me posait tout le temps la question, pourquoi pas de personnage, pourquoi est-ce que des femmes et tout. Et alors pourquoi tu crois que tu faisais pas? Bon, je sais pas. C'est plus facile parce que t'es une femme, tu te connais mieux. Ouais, mine de rien, on est quand même dans un terrain... Au moins, on se trompe moins aussi sur la psychologie. Ouais. Ouais. Enfin bon, en fait, la force de Sophie Astrabi, mis à part le fait que c'est des histoires avec des personnages qui sont hyper bien construits, moi ce que j'aime et ce que je cherche quand je lis, c'est quand je dis tournure de phrase, c'est même pas une tournure de phrase, c'est une comparaison, un truc qui n'a rien à voir, sorti nulle part. C'est ce côté collection de nains, ce côté machin, ce côté truc, ce côté course d'escargot, avec le Christelle K, machin, etc. Enfin, c'est savoureux en fait. Tes bouquins sont savoureux, et à tel point que du coup moi je suis
tellement gourmande que j'ai envie qu'il y ait encore plus de trucs comme ça à toutes les pages. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des tournures de phrases géniales comme ça? Parce que c'est dur d'avoir des idées. Non, mais moi, je lis pour ça. J'adore quand, tu vois, je lis, là, je lève la tête, je fais « Ah, j'ai bien trouvé ça et tout ». Et donc, quand j'écris aussi pour ça. Mais en vrai, c'est pas si simple de trouver la bonne tournure, d'avoir la bonne idée. Non, mais voilà, en fait, c'est ça ta force à toi, c'est de... Il y a des tournures, des machins dans tous les sens, c'est fin, c'est drôle, on s'attache au personnage. T'es quand même très forte, je trouve. Et c'est marrant parce que tu dis pas du tout que c'est une histoire d'amour, ce bouquin. Je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est une histoire d'amour, mais plus. Oui, c'est vrai. Bah, merci de le dire. Ah non, mais c'est limite. Mais j'ai pas lu la fin, donc j'en sais rien, mais c'est limite une comédie romantique, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a souvent ça dans mes livres. Il y a toujours des rapports, oui. En fait, l'amour, c'est cool quand même, non? Ah, c'est génial. Non, mais c'est pour ça. On vit que pour... Enfin, je sais pas, on vit que pour ça. C'est le sentiment qui dirige le monde, donc on va pas se mentir, on aime bien quand... Oui, mais pourquoi tu dis pas? Bah, je sais pas, parce que je pense que c'est pas que ça, et du coup... En fait, je trouve que si tu dis c'est une histoire d'amour, qu'est-ce que t'as raconté? Bah voilà, tu sais quoi, à nouveau, c'est comme l'histoire du feel good, c'est que t'as peur que ce soit péjoratif. Ah non, je pense plus que c'est une grande bassine. Je sais pas si tu as lu Réinventer l'amour de Mona Chollet. Moi, ça a été une genre de j'ai commencé, j'ai pas déflagration dans ma vie. En fait, le problème, c'est que je trouvais que les premières pages, c'était... Oui, c'est dur. Il faut presque, je crois, sauter les premières pages. Mais c'est l'idée qu'en fait, quand même, nous, les filles, on nous a dit que fallait tomber amoureuse, c'était le plus important et tout. Et je trouve que moi, j'ai toujours été assez énervée de voir à quel point ma vie tournait autour des garçons. Et que l'inverse est pas vrai, tu vois, les garçons ils ont leur vie et tout. Et en fait elle explique dans ce livre à quel point tout ça est créé par une société, un système, tout ça. Et ça m'a vachement libérée parce qu'au début je me trouvais nulle, tu vois, d'avoir cet enfant, quand t'es pas la seule, cet adolescent. Bah oui, mais bon, voilà. Oui. Et du coup c'est vrai que c'est péjoratif l'amour parce que les garçons ils ont autre chose et nous on n'aurait que ça. Enfin voilà, bref, c'est un peu loin. Et donc je pense que je subis ce problème, ce syndrome tu vois, de la gêne de dire que c'est de l'amour parce que... Et que t'aimes l'amour. On va dire que c'est encore une histoire de bonne femme. Voilà. Mais si t'étais un homme. Mais bien sûr, et puis même, enfin, à partir du moment où je dis aussi l'amour, c'est quand même le sentiment qui dirige le monde, de toute façon, c'est vrai. Et en plus de ça, je veux dire, si tu l'as su, enfin, tu vois, le dire, je me dis, bah, évidemment que c'est vrai. Enfin, je veux dire, on vit que pour être aimé de ses parents, aimer ses enfants, aimer son mari, aimer ses amis. Enfin, je veux dire, c'est le seul sentiment qui nous transporte un peu, quoi. Eh bien, moi, je pense que c'est un roman, entre autres, d'amour. Oui. Donc, c'est super. Lisez-le, parce que vraiment, il y a de l'amour, il y a... C'est super. Est-ce que tu peux me citer ton livre must-read? Moi, celui que j'offre beaucoup, c'est Art de Yasmina Reza. Donc il y a une phrase dans Art que j'adore et que j'ai même fait encadrer, c'est « Yvan est un garçon de tolérance qui, en termes de relations sociales, est le pire défaut ». Je crois que c'est un truc comme ça. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Et je trouve, tu vois, c'est des genres de... Ça, tu vois, ça, c'est les trouvailles que tu vois, pour moi, tu lèves la tête, tu réfléchis, tu dis, c'est vrai, c'est la tolérance, c'est une forme de... Bien sûr. De manque d'implication et... Tout à fait. Et tu t'en fous. Et bon, bref. Et c'est ça aussi... Moi, je me souviens quand j'étais... Bon, c'est pas intéressant, mais quand j'étais adolescente, j'étais tout en disant, non, ça m'est égal, mais en fait, c'est pas vrai, tu vois. Bien sûr. C'était un style que tu veux te donner un peu à la cool, mais les gens qui... C'était un style ou c'était une défense? Peut-être, je sais pas. Je veux pas me mouiller, je veux pas me mêler, je veux pas dire... Non, mais il y a un petit côté, la tolérance, c'est cool aussi. Enfin, ce qui est vrai. Mais je trouve qu'il y a un degré où tu tombes dans l'apathie, tu vois, genre... Et pas Jean-Michel? Non. Ok, 3 autrices géniales à nous conseiller. Alors, il y a Julia Kerninon, que j'aime beaucoup. Qui a écrit le dernier, là, le récent. C'est Sauvage. Ouais. Julia Kerninon, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore sa manière de réfléchir, ce qu'elle pense. Même ses essais sont brillants, donc j'aime beaucoup. Sinon, ma romancière, mais elle écrit pas tous les 4 matins, c'est Delphine de Vigan, que j'adore. Je t'attendrai quelque part. Rien ne s'oppose à la nuit. Il y en a plein, ouais. Et attends, on a oublié de demander, donc t'en vis aujourd'hui? Oui. T'en vis bien? Je suis un peu stressée quand même, tu vois, parce que c'est sur le fil. Si j'arrive pas à écrire, si mon manuscrit est refusé, si tu vois, je suis quand même assez. J'ai pas un backup, tu vois, d'un livre qui aurait tellement marché que je peux vivre 2 ans dessus ou 3, enfin 2 ans,
3 ans. Après, ce qui est bien, c'est que mes premiers continuent d'être vendus. Ils donnent quand même des deuxième, sous. Ils donnent des sous. Tous mais les bon. combien? Tous les 3 mois? Tous les 6 mois? Non, tous les ans. Tous les ans, t'as un énorme chèque. Et après, rien pendant un an. Non, chèque, ouais. Ouais, c'est comme ça. Alors, non, oui. C'est-à-dire que tes ventes, donc tes droits d'auteur, tu les touches une fois par an. Ouais. Et ensuite, tu signes des contrats. Et donc, par exemple, le contrat de La Chance de sa vie, j'ai touché la moitié de mon avaloir à la signature. Je touche l'autre moitié Là, à c'est la fini. sortie. Après, tu as le fait qu'il sorte en poche. Si tu négocies ton contrat poche, pareil, tu re-signes. Il y a les traductions. Donc finalement, ça fait tous les 4-5 mois avec tous les autres bouquins. Ouais, ok. Non, sur Ouais, sur c'est les vrai. dates. Je peux comprendre sur le côté signature de contrat. Mais bon, globalement, sachant que c'est en mai, moi, parce qu'il y a mais c'est autour de avril-mai que tu touches tes droits d'auteur et que c'est là que je sors. Souvent, ça se passe un peu là. Donc ça, après, moi, je fais des ateliers d'écriture parce que j'aime bien et je le fais aussi auprès d'entreprises maintenant. Et t'es rémunéré, d'accord. Ouais. Et c'est quoi un bouquin qui se vend bien? Bah, ça dépend pour qui. Non, mais pour pouvoir vivre. Pour vivre, en prenant, imaginons que c'est 10%. Si c'est 10%, donc il faut faire le calcul. Tu en vends 2 € par bouquin et encore, je suis large parce que c'est hors taxe. Oui, c'est ça. 21, 17, 1,70, ouais. Voilà, et tu calcules, si tu en vends 10 000, tu es à 17. Si tu en vends 100 000. Oui, c'est ça. Et justement, donc là, on est en mai 2024. Le livre sort dans 2 jours. En mai 2025, on en a un autre? J'ai déjà commencé? J'ai une idée. Ah, t'as déjà l'idée? Ouais, et c'est rare de l'avoir comme ça pour moi. Tu as le droit de nous la pitcher? Okay. Normalement, je le fais pas mal de pitcher, mais là, je la trouve un peu plus... Je trouve que l'idée est bonne. Alors que souvent, je trouve que les idées, elles sont moyennes. C'est plus la réalisation, le fait d'écrire d'une certaine manière qui va faire la diff. Mais là, je trouve que l'idée en elle-même est pas mal. Et pas contre la pique. Ouais, alors que je fais que dire aux gens, si vous avez une idée, dites-la. Bah oui. Mais juste celle-là, je préférais avoir un peu commencé avant d'en parler. D'accord. Et donc, normalement, mai ou par là, 2025, il y en a un si j'y 6e. arrive, ouais. Mais il me paraît plus compliqué en termes de construction. Donc, j'espère juste y arriver. Et il faut que je m'y consacre. Parce que là, j'ai envie de faire 1000 trucs. J'ai envie de faire un roman jeunesse. J'ai envie d'ouvrir une résidence créative. J'ai envie de faire 1000 trucs. Est-ce que tu suces les têtes des crevettes? Non. J'aime pas trop les crevettes. D'accord, mais si tu aimais les crevettes, ça te dérangerait d'aller sucer les têtes? Oui. De quel côté du lit tu dors? J'ai pas trop de préférence, ça change quand je... Ouais. Tous les soirs, ça change? Non, mais je suis plutôt à droite. Fenêtre ou porte? Fenêtre. Ouais. Mais non, mais justement, il y a une théorie sur ça. Ah, c'est que quoi? les femmes qui ont des enfants, elles se mettent du côté porte pour partir chercher qu'un fleur, tout ça. Moi, non. mais bon, c'est pas mais est-ce que lui, il préfère porte? En fait, je sais même pas comment ça se fait, mais ça m'arrive que parfois je suis pas à droite. À l'hôtel, vous vous battez pas pour le côté? Non. Vous en foutez? Ouais. Et quand il est pas là, je dors de son côté, j'aime bien. Et est-ce que ça t'arrive souvent le syndrome de la page blanche? Non. En fait, je comprends pas trop le syndrome de la page blanche. Je peux comprendre qu'on n'ait pas d'idée ou qu'est-ce qui peut se passer. Mais c'est pas la première page, je trouve. Donc c'est juste, attends, je vais débloquer le truc. Et est-ce que tu préfères perdre l'inspiration ou perdre l'imagination? Je préfère perdre... En fait, l'inspiration... Est-ce qu'on est sûr que ce soit... T'as de l'imagination, mais d'un coup, l'inspiration est perdue. Donc, tu n'as plus d'imagination. Mais si tu n'as pas d'imagination, mais d'un coup, tu es inspiré, tu as... Ouais, moi, je crois un peu moins à l'inspiration. C'est-à-dire? Je crois que l'inspiration, ça n'existe pas. D'accord. Je pense que, tu vois, c'est de la concentration, c'est de l'intérêt, c'est de la persévérance, c'est tout ça, tu vois. Tu crois pas que l'inspiration, c'est une accumulation de plein de choses que tu as engrangées dans ta tête oui, sur mais plusieurs jours, et d'un coup, tu es en état de le processer, ouais. Alors si, mais du coup, c'est plutôt mécanique, tu vois. C'est un truc... Moi, je trouve que maintenant, j'ai un cerveau beaucoup plus prêt à attraper les choses et les ranger au bon endroit. Tu es plus alerte. Ouais. Tu vois, là, je sais pas, quand, par exemple, je cherche qu'un personnage devienne un peu fou. Tu vois, il y a des petites choses qui font qu'il devienne un peu fou. Et l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire il s'est mis à tousser
Quand il tousse, c'est qu'il est stressé. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire devenir mon mec un peu fou. Ça a fait tilt, alors que la conversation, elle n'était pas du tout sur ça. Et je me suis dit, mon personnage, je vais le faire commencer par tousser. Donc, ça va vouloir dire qu'il est un peu dérangé, qu'il est stressé. Je vais le pousser plus loin, au point qu'il n'arrive pas à endormir. Ça l'empêche de dormir. Donc, il devient un peu plus fou sur ce point-là. Et tu vois, je me suis dit, c'est ça que... Enfin, parce que je cherchais comment faire un fou sans partir sur des trucs trop... tu vois, un truc qui presque arrive à tout le monde sur un terrain un peu... Voilà. Et donc, là, cette phrase-là, elle m'est apparue. Et hop, je l'ai prise, je l'ai rangée. Est-ce que je pense qu'il y a 10 ans, je trouvais ça plus difficile à faire. Et c'est pas de l'inspiration. Non, ça c'est un peu mon berger qui... C'est ton berger, c'est ça, c'est tes moutons. Écoutez, lisez le livre « La chance de sa vie » de Sophie Astrabi. Bon, ce n'est pas le vrai nom, mais vous ne saurez jamais le vrai. Sophie, moi j'ai hâte du 6e livre. J'ai hâte d'être en 2025. En fait, c'est chiant. C'est bon, ça se lit tellement vite, c'est tellement super, on se dit, il est quand le prochain, quoi. Bah ouais. Et on est frustrés, on les a déjà tous les autres. Et encore, ça va, parce que moi, Delphine de Vigan, j'attends encore depuis... Ouais, bah c'est... C'est horrible, hein. C'est horrible. Je suis là, bon, bah d'accord, et un autre. Tu peux pas en écrire plein à la file et... Non, je peux pas. Déjà, à chaque fois que je termine, je dis c'est le dernier, j'y arriverai plus. Bien sûr, c'est le dernier, n'importe quoi. C'est l'avant-dernier. Sophie, est-ce que tu préfères que cet épisode sorte, mais que personne ne l'écoute, ou que cet épisode ne sorte jamais et que tout le monde écoute. Et du coup, que personne n'écoute non plus. Non, tu préfères qu'il sorte. Mais personne n'écoute. Mais qu'il soit bien. Et il est de toute façon bien. Il est ce qu'il est. D'accord. Donc il sort, personne n'écoute, ou on le sort pas. Qu'il sorte, que personne n'écoute. Pourquoi ? Parce que je préfère que les choses existent. Comme la chance. Super, oh là là, cette fin. Voilà, tu vois, même les fins d'interview, elle les clôt, quoi.